Bonjour, alors comme promis, je vous propose de découvrir en vidéo la maquette du Star Destroyer, la maquette MPC qui est devenue ensuite AMT ERTL. Il s'agit en tout cas pour la boîte que vous voyez là du modèle réédité pour 2005. Il se trouve que j'avais depuis des années des kits incomplets, des kits récupérés, mais que je n'avais jamais acheté la maquette parce que je savais à quoi m'en tenir, je savais que c'était pas terrible. Il se trouve qu'en 2005, j'ai racheté pas mal de kits, du Snowspeeder, des choses comme ça, et le Star Destroyer, dans l'objectif d'améliorer l'ordinaire et peut-être même d'en faire d'autres choses, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que les prix proposés par AMT ERTL à ce moment-là étaient franchement très compétitifs. Mais en plus de ça, le rapport dollar-euro à l'époque, en 2005, était imbattable. C'est-à-dire que franchement, je dirais que pour 1 euro, on avait pratiquement $1,50, $1,75 de l'autre côté. Donc bon, ça faisait des kits vraiment pas chers. À l'époque, en plus, contrairement à maintenant, vous aviez des prix d'envoi assez sympathiques. Et puis j'aimais à travailler à l'époque aussi avec Starship Modeler, un site que j'aime beaucoup, que je vous recommande, je mettrai dans la description. Et John Lester, qui s'occupe de ce site, proposait énormément de maquettes comme ça, et en plus des kits AMT ERTL réédités. Je prenais volontiers d'autres maquettes dont je vous ai fait profiter, que ce soit du Stargate, que ce soit du Star Trek, des kits de conversion, des choses comme ça. Donc je payais nettement plus cher des kits de conversion et des kits en résine, mais les kits plastiques finalement quelque part coûtaient pas grand chose. Il y avait aussi quelques nouveautés en 2005 autour de la revanche des sites. Je sais plus sincèrement si je vous ai tout présenté. En tout cas, du Jedi Starfighter, c'est sûr. Il y avait une espèce de tank de la Fédération du Commerce, un droïde. Alors je sais plus du tout, si je vous l'ai montré, je vous mets une image là. On reverra ça plus tard, éventuellement, si je ne l'ai pas déjà proposé. Voilà ce qui arrive quand on a dépassé les 1000 vidéos sur sa chaîne. Quoi qu'il en soit, donc voilà l'explication. Je tenais tout simplement à le préciser parce que, très sincèrement, le kit est nul. Le kit est daté, le kit ne vaut pas le coup. Littéralement. En tout cas, il ne vaut pas le coup si il est cher. Et il se trouve que à un moment, 10 ans auparavant, on va dire milieu des années 90, vers 95, AMT ERTL avait proposé plein de rééditions déjà de Star Trek et de Star Wars avec des solutions de fibre optique et d'éclairage. Beaucoup étaient persuadés que ça améliorait les choses. Non, 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 le kit est vraiment super nul. Et kit de fibre optique ou pas, ça le fait pas. Donc voilà déjà la boîte de 2005. J'en profite encore une fois pour montrer que c'est nul. Parce que là, ce que vous voyez là, c'est une photo du modèle monté et peint. Et c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de soins apportés ici, ça a été vraiment monté brut de décoffrage, donc ça permet de voir effectivement ce que donne le kit. Vous voyez les jointures, vous voyez les détails qui sont fins, mais trop fins, et vous voyez la bordure du vaisseau qui est beaucoup trop épaisse. Voyez la passerelle où les détails sont inexistants. Voyez donc les générateurs de champ de force qui sont de simples boules alors que ça devrait être entre guillemets des boules à facettes. C'est nul, c'est complètement naze. De loin, à la rigueur, ça passe, mais voilà. Et je tiens aussi à préciser qu'une des raisons pour laquelle, que ce soit moi, les copains ou d'autres, on aimait apprendre des maquettes quand on était plus jeune, c'est que déjà on avait plaisir à travailler sur un modèle existant, un modèle physique de quelque chose qu'on avait vu sur écran, au cinéma ou à la télé. C'est quand même assez jouissif quand même de faire quelque chose qui existe entre ses mains, alors que c'est un objet de fiction. Mais
Voyez donc déjà ce kit d'AMT-ERTL. La boîte d'ailleurs est beaucoup trop grosse, puisque, alors par contre là, je regrette effectivement de ne pas avoir mieux protégé la boîte en question, mais entre guillemets, je l'avais reçu comme ça, presque plié, mais voilà ce à quoi on avait droit en kit Airfix en Europe. Et donc vous voyez que donc ça c'est le kit MPC, et voilà, ça, même si le kit est nul, ça envoie du rêve, ça c'est beau. Et en plus c'est quasiment photoréaliste, c'est très clairement repris d'une image promotionnelle du film, puisque cette scène là on ne la voit pas, enfin on devine que c'est la scène de poursuite dans les astéroïdes de l'Empire contre-attaque, mais la photo qu'on a vue dans les cinémas et que j'ai vue dans quantité d'albums, y compris les albums photos que j'ai d'ailleurs, cette scène exactement comme ça n'existe pas dans le film. Mais observez quand même la beauté du truc. Voyez les coups de pinceau pour l'espace, voyez le nombre de détails hallucinants qu'il y a sur ce Star Destroyer, et voyez à quel point effectivement on sent qu'il est énorme. On sent que le Faucon Millennium il est tout petit à côté. Voyez que donc effectivement ici c'est quand même autre chose que des petites boules à la con. Là on voit tous les détails, on devine même les pièces qui ont été utilisées pour faire le modèle de tournage, puisque à l'époque les modèles de tournage étaient des maquettes énormes qui étaient faites en plus justement avec la méthode du kit bash, avec des morceaux de kit, et là notamment on devine qu'il y a des morceaux de porte-avions entre autres, mais voyez ce que je veux dire. Et donc là vous voyez aussi que ça date de 1980, et bah il n'est pas étonnant que quand on voit ça, on a envie de le prendre, on a envie de l'acheter, on a envie d'y croire. Et surtout, à l'époque, on avait quand même beaucoup de kits qui étaient pas terribles, qui très rarement tenaient leurs promesses par rapport à ce qu'on voyait sur la boîte. Et on essayait d'atteindre ce niveau-là, difficilement, mais on essayait. Donc, pourquoi pas. J'en profite d'ailleurs pour montrer le reste de la boîte. Il n'y a pas de... Voilà. Il y avait ça aussi. C'est-à-dire qu'on avait très peu de documents à l'époque autour de Star Wars. Alors là, du coup, c'est totalement abîmé. Mais on avait des photos du modèle de tournage ici. Alors, c'est mensonger. C'est très clairement mensonger. Parce qu'on se dit, waouh, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Non, ça, c'est le modèle de tournage. Et imaginez quand même un peu la déception aussi, vous passez de ça à ça. Et au passage, vous voyez un peu la différence de taille entre les deux boîtes. D'ailleurs, pour autant, les grappes évidemment n'ont pas bougé, et donc du coup sont de la taille de cette boîte-là. Donc voilà, déjà ça c'était un petit point sur la boîte du Star Destroyer, donc 1980, 2005, vous avez vu la différence. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de voir l'intérieur, la notice et les pièces. Bon, alors je vous avoue que j'ai un peu triché, parce que j'ai mis les pièces de la réédition de 2005 dans le fond de boîte de la boîte de 1980, tout simplement parce que dans la boîte que j'ai retrouvée, il y avait encore pas mal de morceaux dont je ne tiens pas à entre guillemets, me débarrasser. Parce que ça va me permettre de vous expliquer différentes choses par rapport au projet que j'avais de faire un destroyer donc détaillé, et ensuite le Star Destroyer en épave de Jakku. Tout cela est lié et a demandé quand même pas mal d'années de réflexion. Quoi qu'il en soit, donc voilà les pièces du Star Destroyer. Avant toute chose, disons aussi que à l'époque AMT-ERTL mettait les petits plats dans les grands en proposant donc des prix attractifs, mais surtout chaque maquette, que ce soit le X-Wing que je vous ai présenté, je crois,
que ce soit le TIE de Vador, que ce soit donc le Star Destroyer, que ce soit toutes les maquettes classiques de Star Wars qui ressortaient en même temps que les nouveautés de la Revanche des Sith, étaient accompagnées de petites images, de reproductions d'affiches de la Guerre des Étoiles. Et bon, la qualité d'impression est pas géniale, mais moi j'aime bien. Et puis j'en ai, je les ai toutes gardées. Alors celle-là était dans cette boîte-là, tant mieux. Mais j'avais retrouvé il n'y a pas très longtemps donc ces fameuses images, et je les mettrai dans des cadres bien volontiers un petit peu plus tard. Peut-être justement pour des expositions, on ne sait jamais. Bon, je viens de vérifier un truc, c'est beaucoup plus grand que des cartes postales, donc je vais avoir du mal à le mettre dans les cadres auxquels je pensais, mais donc ça, je vous l'ai montré, mais parmi les choses que j'ai eues, et je pense que c'était random, hein, peut-être que j'en ai en double, je ne sais pas, mais voilà, donc ça c'est pas mal, ça c'est une des images et des affiches les plus connues. Ça c'est un peu moins connu. Je l'avais eu en reproduction énorme dans un double vinyle qui était donc la musique du film que j'avais enfin trouvé dans les années 80. Et comme j'ai revendu tous mes vinyles de bande originale de film, malheureusement je ne l'ai plus. Mais vous voyez, donc c'est un peu spécial, hein, c'est pas très représentatif de ce qu'on voit dans Star Wars, mais l'idée est là, c'est assez sympa. Ça, c'est certainement une de mes images préférées de Star Wars. Là aussi, si les Stormtroopers sont pas géniaux, j'adore le style de dessin, j'adore les coups de pinceau, la peinture. Bon, ils insistent un petit peu trop sur les TIE Bombers, mais c'est magnifique, c'est juste magnifique, et surtout ça me rappelle justement cette période magnifique où entre 1980 et 81, j'attendais avec impatience la suite de ce film que j'avais vu en 77, que j'étais tout petit. Donc imaginez, j'avais 7 ans, j'ai vu La Guerre des Étoiles, et j'avais dit déjà à ma mère qu'il y aurait forcément une suite du haut de mes 7 ans. Et 3 ans plus tard, j'apprends dans Télé Junior que, avec ce genre d'image, l'Empire contre-attaque allait sortir. Et je crois que dans Télé Junior, c'était une image de 6PO et de R2D2 dans la neige, devant la porte de la base rebelle, un truc dans ce genre-là. Et j'étais tout content, parce que déjà, j'avais raison. Ensuite, j'allais voir la suite. Et en 1981, il y avait ça partout. Il y avait ça dans tous les cinémas, et c'était juste magique. Voilà. Ça, c'est une affiche, je crois, logiquement japonaise. Ici, c'est plutôt une image qui avait été faite spécialement pour la sortie des laserdiscs et des VHS. Donc là, il parlait de la ressortie au cinéma en 97, le 7 mars 97, du Retour de Jedi, donc la Special Edition, donc modifiée. Là, c'est une image que j'ai vue un peu moins souvent, qui reprend à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça aussi, ça c'est une de mes images préférées, qui est, je crois, sur le CD de la bande originale, je suis plus très sûr, mais c'est magnifique. Voilà, j'adore ça. C'est organique, c'est pas du photomontage à la con comme on voit maintenant avec des effets pourris ou sous prétexte qu'on ne met qu'une seule couleur, allez vas-y c'est artistique. Non. Voilà, par exemple, il y a un truc comme ça qui va sortir avec les Blu-ray, c'est nul à chier. Voilà, et ça, c'est pas terrible non plus, ça fait couverture de comics, avec en plus un gros spoiler, hein, parce que donc on indique clairement que les rebelles vont gagner et vont exploser la seconde étoile noire. Pas trop d'accord, mais c'était peut-être pour la jaquette de la sortie vidéo de l'époque, je ne sais plus. Il faudrait que je me repenche là-dessus. Mais enfin voilà, vous voyez que vous ouvrez votre maquette, vous avez une maquette toute pourrie des années 80, mais vous avez quand même de jolis visuels et des choses qui rappellent justement avec nostalgie cette période où vous découvriez la première trilogie de Star Wars. Bon, on va peut-être quand même revenir sur la maquette, hein. Donc notice qui n'a rien à voir évidemment avec la notice d'époque que j'ai peut-être quelque part, mais j'en doute. Donc pas de présentation des pièces, on passe directement au montage. L'arrière du vaisseau, les bords du vaisseau,
On rappelle quand même qu'il faut mettre au moins les deux hangars, le petit et le grand, en dessous, hein, quand même. On place la partie supérieure de la coque. On place ensuite les différents morceaux qui ont vraiment beaucoup de mal à coller ensemble, on va dire le premier niveau qui mène à la passerelle, on va dire. Ensuite, on rajoute d'autres niveaux en dessous, pas très loin des... ça se voit à peine, mais pas très loin des canons du Star Destroyer. On rajoute le second niveau. Enfin, on met l'avant du premier niveau, hein, on ne sait jamais, on l'a peut-être oublié. Ensuite, on a, on va dire, le cou du Star Destroyer qui mène à la passerelle. Difficile à suivre là. Tous les éléments pour faire la passerelle proprement dite. Les antennes, les espèces de bouboules qui en plus sont en deux parties. La passerelle est collée sur le corps de l'appareil et ensuite vous avez un socle qui permet de le faire tenir. Alors je ne sais pas du tout si ce socle était celui-là pour le modèle de 1980, mais je vais vous avouer un truc, c'est que limite le socle me fait plus envie que le reste de la maquette, parce qu'il me rappelle en fait la forme du Super Star Destroyer, mis à part que il est trop rond ici, il n'est pas assez pointu, mais vous voyez, il a quand même une forme. Je vais peut-être vous le sortir, tant pis. Voilà, vous voyez, et ça ferait un peu petit, mais là il y a une bonne base entre guillemets pour faire un Super Star Destroyer. Je trouve ça assez rigolo. Et vous mettez donc ces espèces de supports pour faire tenir le Star Destroyer. Alors je trouve d'ailleurs que c'est un peu petit pour le faire tenir, mais bon voilà, donc vous avez en plus ce machin là pour dire hey, c'est un Imperial Star Destroyer with my beautiful French accent. Donc voilà. Et donc qu'en est-il pour les pièces? Eh ben, on va voir ça immédiatement après avoir passé ceci et un autre truc après. Mais ça c'est par exemple c'est le genre de choses que j'ai acheté sur le net, peut-être Starship Modeler, je sais plus, mais donc ça c'est le Blockhead Runner, contrairement à ce qui est écrit, d'ailleurs très mal imprimé, et en fait c'est un kit en résine à l'échelle du Star Destroyer de cette maquette là, pour reproduire la scène du premier film. Est-ce que je peux l'ouvrir? Comme c'est tout petit, et ben en fait il y en a deux. Voilà. Et pour un truc en résine de cette taille là, franchement, je trouve ça pas mal. Et donc vous mettez ça sous votre Star Destroyer, vous pouvez reproduire la scène de la fin de Rogue One ou du début de la Guerre des Étoiles, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Je pense pas que je l'utiliserai tel quel sur ce modèle là. On y reviendra à la fin de la vidéo, mais voilà, sachez que ça existe et que bon, de toute façon vous en avez quantité de modèles qui existent. Vous avez même un modèle en plastique qui est sorti chez Bandai, mais pas à cette échelle là, à une échelle bien plus grande. Sinon, hop, j'avais là aussi quantité de documents pour justement me permettre de faire correctement le Star Destroyer. Donc ça c'était des trucs chez c'était pas Hachette, c'était pas Altaïa non plus, non, c'était chez, je ne sais même plus, une boîte qui n'existe plus, et tant mieux parce que c'était des voleurs. Mais vous voyez, donc avec ce genre de documents, bah, y a moyen d'améliorer l'ordinaire et de faire des choses correctement. Bon, alors là, cette image là, c'est même pas la peine, mais ça peut aider. Par exemple, j'aimerais bien faire cette scène là avec 3 Star Destroyer de chez Bandai en véhicule modèle, vous savez, j'en ai 3, j'hésite, j'ai pas mal de choses que j'aimerais faire avec. Voilà. Et sinon j'avais pris justement chez Cultiviman
des documents indiquant comment faire. Ça date de 99, donc ça a déjà 20 ans, mais ça indiquait comment améliorer justement le Star Destroyer avec un kit de conversion qui refaisait tous les détails, en fait, absolument tout. Et après c'était des photos des modèles de tournage. Vous voyez, ça aide quand même pas mal. Alors je ne l'aurais pas fait à l'identique, mais vous voyez que ça peut aider. Et si j'avais pu le voir en vrai, j'aurais passé des heures à regarder ces modèles là. Et vous voyez quand même que c'était pas petit. C'était pas petit, et même devant quoi, c'est pas une espèce de bloc. Et on voit que c'est fait à partir de morceaux de bateau. Voilà, enfin je vais pas tout vous montrer, mais là ça c'était donc le kit de conversion en résine. Et ça c'est toujours des documents intéressants. Voilà. Bon, je vais peut-être finir par vous montrer quand même les pièces. On diverge. Donc, encore une fois, je répète que ce kit date de 1980. D'ailleurs, je vois que j'ai encore des pièces ici de ce qui reste du Star Destroyer que j'ai utilisé pour faire l'épave de Jakku. Alors ce qui est rigolo, c'est que on voit ici qu'il y a encore la date 1980, et là c'est une partie de l'épave. Je pourrais certainement en faire autre chose, hein. De toute façon rien ne se perd, rien ne se crée, mais là différents morceaux que j'ai gardés, par exemple, si vous demandez pour ce genre de truc, gardez vraiment à fond les rambardes qu'il y a sur les bateaux 1-400 de chez LR. S'il y a une utilité pour les bateaux 1-400 de chez LR, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de pièces. Gardez-les précieusement. Et ça, je sais plus qui c'est qui me les avait filés, mais c'est des morceaux de chenilles de tank de remplacement, j'imagine, parce qu'elles ont l'air articulées. Et vous voyez qu'il y a énormément de détails dessus. Et ça, pour le Star Destroyer, c'est juste génial. Voilà, vous pouvez presque les mettre tels quels sur les détails, j'allais dire inexistants. Et il y a tout un tas d'autres trucs que je pourrais vous montrer, mais on va pas le faire, parce que sinon on va passer des heures dessus. Mais voilà, il faut bien comprendre que pour 1980, éventuellement, on pouvait se contenter de ce genre de choses. Et ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois détaillé et pas assez. Voilà, et ce qui est encore plus rigolo, je crois que je l'ai dit sur la vidéo du Star Destroyer en épave ou quoi, c'est que ils ont même poussé le vice à faire des détails en plein, très fin, hein, mais en plein quand même, dans un coin qui ne sera pas utilisé. C'est-à-dire que même Zvezda n'a pas mis de plastique dans cette partie-là, ce qui est d'ailleurs dommage parce que ça fragilise un peu la structure du Star Destroyer. Mais là, il faut comprendre que ça, on le verra pas après. Et en plus, si vous collez des pièces là-dessus, comme c'est en relief, ça complique les choses. Ça complique les choses, ça empêche justement que les pièces se joignent correctement. Et pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais sincèrement pas. Tout comme là, par exemple, c'est supposé être des canons. Les détails sont là, mais c'est à plat, quoi. C'est pas du 2D, c'est pas de la 3D, c'est du 2,5 points 3D, j'en sais rien, mais bof. Et vous voyez qu'il y a des détails, mais à la fois trop fins et pas assez. Et pas assez. Là, ça, je vois pas d'inscription, ça doit être dans l'autre. Voilà. Et là, vous voyez que donc c'était apparemment une nouvelle version de 89 de RTL, alors que l'autre kit que j'ai utilisé pour l'épave de Jakku était clairement de 1980, donc il y a quand même certainement dû y avoir des modifications. Mais là pareil, vous voyez, ça devrait être un cercle complet, il y a les détails et tout, mais non, c'est, on dirait, une vilaine carapace de tortue famélique. C'est un peu gênant. Je pense que la version de 89, c'est justement avec les trous ici qui permettaient de faire tenir le Star Destroyer. Je ne sais pas comment il se tenait dans la version de 1980, il faudra que je me renseigne. J'essaierai de vous mettre une photo ici si je trouve ça sur le net.
Mais donc voilà. Et donc tout est au même niveau. Hein, vous voyez là, il y a quelques trucs qui dépassent, mais pas assez. C'est pour ça que je garde des morceaux de grappe, de maquettes, notamment de Bandai. C'est pour rajouter ce genre de détails et faire ce que j'appelle l'effet millefeuille. Parce que ça, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas mal. Ça peut servir pour détailler pas mal de vaisseaux, j'allais dire subtilement. Mais c'est trop fin. C'est pas du tout ça dans le film. Et pour la passerelle, c'est une horreur. C'est une horreur. Vous voyez, ça, c'est l'avant de la passerelle. Ça n'a rien à voir avec l'image que je vous ai montrée de la boîte de 1980. Rien à voir, strictement rien à voir. C'est limite, ça en fait, c'est des détails qui pourraient correspondre à un circuit imprimé électronique. Voilà. Et je crois que le pire, c'est ça. C'est ces machins-là. D'ailleurs, je crois que j'en avais gardé quelques-uns pour détailler d'autres vaisseaux. Mais voilà, en fait, à bien y réfléchir, il est très clair que je n'utiliserai pas ce kit tel quel, ça c'est évident. Là, en plus, ça c'est les tuyères, vous voyez, donc l'intérieur est vaguement détaillé. L'extérieur, il ne l'est pas du tout. Et non, ça c'est même pas envisageable. C'est pas envisageable du tout de l'utiliser tel quel. Ça par exemple, ça c'est l'arrière du vaisseau avec les moteurs. Ça a été fait à moitié. Ça a été fait à moitié et c'est pour ça que, à la même échelle, sincèrement, je préfère encore utiliser et améliorer le kit de Revell. Le kit de Revell est pratiquement à la même échelle, mais a beaucoup plus de détails. Le problème, c'est que le kit de Revell n'est pas assez épais. Mais ça peut se régler facilement avec notamment des bandes plastiques comme ça, des profilés plastiques. J'allais dire en H. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire par en H. Voilà. Et ça permettrait d'améliorer les choses pour le Star Destroyer de Revell, que vous pouvez trouver d'ailleurs partout assez facilement. C'est quasiment la même taille, donc ça veut dire que je peux mettre le Block & Runner juste en dessous sans problème si je veux. Et qu'est-ce que je vais faire de ce kit là du coup? Je vous l'ai dit, j'ai gardé donc du coup ce qui ne m'a pas été utile pour faire le kit bash de Star Destroyer ou encore l'épave de Jakku dès que j'ai vu la bande-annonce. Mais vous voyez donc les grappes, ça je l'ai dit et répété 1000 fois, c'est super utile, c'est super pratique, gardez-les. Ça par exemple, je sais plus exactement ce que c'était, mais oui, ça c'était une grappe de pièces de Kotobukiya de Zoïde. Et ben vous voyez ça peut aider à détailler et améliorer l'ordinaire sur le Star Destroyer. Ça c'est des pièces du Queen Mary 2 que je devais à mon ami Olivier, coucou Olivier. Et ça aussi ça peut améliorer les choses même si c'est en transparent. Et enfin comme de toute façon j'ai fait donc l'épave de Jakku, avoir des tas de fils, de trucs électriques, etc. Ça aide. J'avais même récupéré ça, j'imagine, sur un chantier. Et ça peut pas mal aider. J'avais trouvé ça tout à fait par hasard. Et ça, c'est des trucs, vous savez, pour comment dirais-je, pour les emballages de meubles, par exemple, et tout. Et ça m'a immédiatement fait penser à l'arrière du Star Destroyer. Ça m'a aidé effectivement pour le Star Destroyer en épave. Donc voilà, vous pouvez éventuellement faire ça si vous tombez sur ce kit. Oui, ça c'est pas des poubelles. Ça c'est parce qu'en fait vous avez de l'aluminium tout le temps pour des tas de desserts, pour des tas de trucs alimentaires. Et je vous conseille non pas de tout garder, mais d'en garder au moins une partie parce que ça, au moins,
Vous pouvez vous en servir pour faire comment dirais-je, des surfaces abîmées d'un vaisseau ou d'un robot ou quoi, à peu de frais finalement, puisque ça d'habitude vous le jetez. Donc gardez-en un petit peu et faites-vous plaisir en faisant justement ce genre de choses ici. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le kit de Star Destroyer d'AMT ERTL, à part pour le modifier, en faire une épave ou quoi, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille par contre largement plus le kit de Revell qui est sorti il y a maintenant quelques années autour de Rogue One, ça fait peut-être 2-3 ans, et que je vous ai présenté, je vous mettrai le lien ici. En plus c'est pratiquement la même taille. Le truc aussi c'est que il y a Bandai qui va pas tarder à sortir un kit, je vais dire malheureusement au 15000, qui correspond à peu près à cette échelle là. Pourquoi pas, avec Bandai on peut être sûr que ça va être de la qualité. Maintenant je ne vois pas l'intérêt de ressortir un kit de la même taille, de la même échelle que ce qui était proposé chez AMT ERTL. Désolé, il y a le soleil qui m'a rejoint. Donc ça, pour moi, très sincèrement, mis à part que ça sera un très beau kit qui remplacera astucieusement la vieille maquette de maintenant 39 ans de MPC AMT ERTL, why not, mais si j'ai un conseil à vous donner, précipitez-vous plutôt sur le reboîtage du Star Destroyer de Zvezda. Là aussi je vous mettrai un lien ici. Le Star Destroyer en question est énorme, mais il est au 12700, il est 2 fois plus gros que celui-là. Il est super détaillé de partout et vous pouvez le trouver à moins de 100 € un peu partout aussi. À un moment, j'ai même partagé un lien. Le kit était proposé à 38 € sur Amazon. 38 €. Donc autant vous dire que les options qui permettent de se passer de cette vieillerie ne manquent pas. Et voilà, mais je tenais quand même à vous présenter le kit d'origine qui m'a permis de faire l'épave de Jakku, là aussi un lien qui va bien, mais également le kit bash que j'ai fait à partir d'un kit qui était donc incomplet et que j'ai largement modifié et transformé et qui fait la joie des grands et des petits dans les salons, les conventions que je fréquente. Donc voilà, là aussi le lien qui va bien. Donc voilà, c'est fait. Maintenant vous savez à quoi vous en tenir, vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait tel quel, et je suis bien content quand même d'en avoir un entre guillemets pour la collection et pour vous montrer ce que ça donne. Mais sincèrement, si je dois utiliser ce kit là, ça sera pas pour le modifier comme j'avais l'intention de le faire en 2005, mais pour en faire très certainement autre chose, peut-être même encore une épave. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce kit, ce vieux kit du Star Destroyer vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, très bientôt, pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.